Sud Radio, 10h midi, Valérie Expert. Et de retour dans le studio de Sud Radio et comme chaque vendredi, les livres avec Gérard Collard. Bonjour Gérard. Bonjour, mais j'ai l'impression que vous me parlez fort comme si je suis appareillé. Hein. Oui, je trouvais que vous aviez pris un petit coup de vieux en ce début d'année. Merci, c'est sympa là. Alors, tout ce qu'il faut lire ou ne pas lire, parce que c'est vrai qu'on a quelquefois quelques agacements. On va commencer avec un coup de griffe, ça va nous mettre en forme. Ah oui, mais je peux lancer un Sud appel. Radio. Ah pardon, il y a un jingle. Le coup de griffe des libraires. C'est pas grave, on peut parler sans jingle. Gérard, il n'aime pas les jingles. Ah, ça dépend. Bon, mais là, c'est pas ma période jingle. Donc le coup de griffe, oui. Sur Jérôme Garcin. Oui. Donc, il a publié un livre qui s'appelle Le syndrome Garcin, nom de... Oui. Bon, moi, je voudrais lancer un appel. Hein. Je veux dire, j'ai été à l'école, j'étais pas très doué, et j'ai appris le français, mais j'ai pas appris le Garcin. Donc, si quelqu'un pouvait me donner, je sais pas, il y a peut-être une méthode assimile pour apprendre le Garcin, un Garcin pour les nuls, ou quelque chose comme ça, parce que je n'ai absolument, je ne sais pas. C'est ce que je dis, vous savez, quand vous lisez Garcin, c'est comme quelqu'un qui sait pas conduire, et puis qui arrête pas de freiner, puis qui a peur, et donc là, vous êtes, et ça m'a horripilé. Moi, j'avais très envie de le lire, l'idée me plaisait, et puis j'avoue que j'ai abandonné aussi au bout d'une dizaine de pages. Je crois que c'est le style, je sais pas, c'est quelque chose d'insupportable. Alors, ça, c'est mon conseil du jour. Si vous n'aimez pas quelqu'un qui prend l'avion pendant 2 heures, vous lui donnez le Jérôme Garcin, et à mon avis, il ne vous parlera plus jamais. Donc voilà, c'est l'incroyable histoire, comme le titre L'Obs, dont il est directeur des pages littéraires. Voilà. C'est un peu gênant. Où on lui fait une bonne critique. Mais nous, on peut faire ça aussi avec nos amis. Mais nous, on le fait pas. Parce que je vais vous dire un truc, c'est que Gérard, si vous recommande un livre qu'il n'aime pas et qui n'est pas bon, eh ben vous ne le croirez plus jamais. Vous n'achèterez plus de livres dans sa librairie. C'est pour ça qu'on demande aux libraires leur critique. Parce que là, le mec qui fait la critique dans l'Obs, quand même, c'est un peu compliqué de dire qu'il n'a pas pu aller au-delà de la page 10. Absolument. Donc voilà, critique, on n'est jamais aussi bien servi que par soi-même. On n'est peut-être aussi pas capable. Hein. Oui, peut-être qu'on n'a pas les neurones pour ça. Et puis on en a un autre en préparation, mais je voudrais m'en assurer d'un coup de griffe. Ouais, allez, coup de cœur pour vous, c'est cette semaine Tristan Banon, Prendre un papa par la main chez Robert Laffont. Donc c'est un livre tendre. J'ai adoré. Puis, je trouve que c'est une belle revanche parce que vous savez, cette femme quand même il y a quelques années qui avait elle s'en est pris plein la figure, hein. Par les femmes, aussi par les femmes, par tout le monde. Oui, mais plein. Et puis dans la rue, elle racontait dans son premier livre qui était absolument. Moi, j'avais adoré le premier livre. On s'était fait insulter parce qu'on avait défendu ce livre. D'ailleurs, on était ensemble quand on a défendu ce livre. Et j'adore. j'avais adoré. Et puis ça m'avait beaucoup touché la manière dont elle racontait son histoire. Et puis là, je trouve son enfance avec sa mère. Je me souviens plus comment ça s'appelait. Je sais plus, mais et puis moi, ce qui m'amuse, c'est que celles qui le traitaient, qui sont les mêmes qui ont signé. Vous voyez, c'est quand même, c'est pas mal. Il faut rappeler que Tristan Banon est celle qui avait accusé DSK, elle avait voulu la harceler. Là, ça n'a rien à voir. Rien du tout. Et c'est son histoire, il faut bien le dire, romancée. Elle tombe enceinte. Et le type, et le père du bébé s'en va. Et là, elle est désespérée, elle est désespérée, mais il y a le petit bébé qui est là, elle va accoucher. Et alors, c'est un livre à 2 voix. C'est-à-dire, vous avez le livre de la maman, et puis vous avez le livre du petit bébé qui est là. Et le petit bébé, il est dans son... Je trouve l'idée géniale. En plus, c'est d'une douceur incroyable, ce livre. Le bébé, il dit, je vais pas la faire souffrir parce qu'elle est tellement malheureuse. Si en plus, je lui fais mal et tout, de la nuit et tout. Donc, l'accouchement, il se fait super bien. Elle naît, et puis là, elle sait tout ce qui s'est passé, puisqu'elle a entendu dans le ventre de la maman. Puis elle décide, l'enfant, de choisir un papa. Elle va faire un casting. Elle s'est dit, elle n'est pas capable de choisir un homme, donc moi, je vais lui choisir un homme. C'est très, très généreux, très tendre, mais c'est surtout une notion. Elle pose la question de... qu'est-ce qu'un papa ? C'est-à-dire, est-ce qu'un papa, c'est quelqu'un qui fait l'enfant grâce à son spermato, ou alors c'est quelqu'un, et elle y répond très gentiment. Ça se lit, c'est comme un petit doudou littéraire. Moi, j'ai adoré. C'est vraiment très bien fait. Les gens sont très snobs parce qu'ils en parlent très peu de ce roman. Ils l'invitent comme ça, mais en parlant toujours de sa vie, donc on en a rien à... C'est pas l'important du roman. Je trouve qu'elle a fait un très joli livre. Si vous êtes un homme, ça va vous permettre de réfléchir à ce que les femmes pensent de vous. Et puis, si vous êtes une femme, je trouve que c'est une belle réflexion sur ce qu'un homme... C'est tous les hommes ne sont pas des salauds. C'est-à-dire que c'est plein d'espoir. Allez-y, ces périodes-là, il fait triste, il pleut et tout. Et je trouve que moi, je suis ressorti de ce bouquin. Joyeux. C'est un peu zen, ces trucs, et puis ça fait réfléchir. Et puis, je trouve que franchement, c'est une belle vengeance de tous ces crétins qui l'ont par l'intelligence et le talent. Et moi, ça me fait plaisir de. Très bien. Tristan Banon, donc Prendre un enfant par la main, c'est chez Robert Laffont. On vous montre la photo de couverture. Voilà. Moi, je voulais vous parler du livre de Jean-Philippe Blondel. Alors, Jean-Philippe Blondel, je crois que c'est mon écrivain français préféré. Voilà, j'y vais carrément. La mise à nu, ça s'appelle chez Buchet-Chastel. Et
on retrouve toujours la même petite musique. Je vais citer Gérard Collard qui une fois avait dit à propos de Jean-Philippe Blondel, il a l'art de parler des choses graves avec légèreté. Là, c'est un roman qui est un petit peu plus mélancolique. C'est l'histoire d'un prof, un peu en fin de carrière, un jeune qui habite dans une petite ville de province. Il y a évidemment, comme à chaque fois chez Blondel, des similitudes avec sa vie. Et il est invité, il reçoit une invitation pour un vernissage d'un de ses anciens élèves dont il se souvient à peine. Bon, il se dit, pas grand-chose à faire, je vais aller voir. Et puis il se retrouve dans cette galerie. Il se dit, mais qu'est-ce que je fais ici? Cette scène est formidable avec son verre de champagne. Et il dit, mais qu'est-ce que je fais ici? Et puis l'élève le recontacte, il se souvient, il cherche à se souvenir de qui il était. Et il lui dit qu'il veut faire son portrait. Et là, c'est la rencontre entre cet homme, son ancien élève, et puis le portrait de cet homme qui va se dessiner avec un regard sur sa vie. Donc c'est Jean-Philippe Blondel, c'est tendre, c'est grinçant, c'est doux amer. C'est une jolie histoire. Jean-Philippe Blondel, il vous prend par la main, il vous emmène au bout de son histoire. C'est un peu mélancolique. Bref, il parle de nous, en plus. Oui, il parle de nous, de nos vies. C'est le quotidien. Il dit à quel moment est-ce qu'on se pose et on réfléchit sur ce qu'on a envie de faire, sur ce qu'on a fait, et c'est ce qui se passe pendant cette mise à nu, pendant la peinture. Je trouve que c'est un peu comme dans la peinture, il y a ce qu'on appelle les petits maîtres, mais qui sont universels et éternels, et lui c'est un petit maître, mais dans le bon sens du terme, c'est-à-dire qu'il a beaucoup de talent, c'est très... puis sa musique est... c'est vraiment, il a des mots doux, enfin des mots très précis, et voilà, on est fan de Jean-Philippe Blondel, allez-y, ça s'appelle La mise à nu chez Buchet-Chastel. Je peux vous donner ça? On est toujours dans les femmes, je trouve qu'on va faire un petit spécial femme. Le pacte des sœurs. Alors normalement, c'est un livre un roman qui est fait pour ce qu'on appelle les jeunes adultes, vous savez, à partir de 15 ans. Et moi, je l'ai lu. Et en fait, je pense que je suis peut-être jeune adulte, mais bon, à l'intérieur, je suis pas bien, hein, donc je suis quand même assez âgé. Et j'ai découvert quelqu'un que je ne connaissais pas, c'est Bronia. Et Bronia, c'était la sœur de Marie Curie. Et alors, Marie Curie, je connaissais comme ça. Et là, ce livre va vous raconter... alors, le père, on est en Pologne, sous l'occupation russe, les femmes n'ont pas le droit de rien faire. Le père est physicien, la mère est instite, directrice d'école. Il y a un truc qui va se passer, c'est que la mère va mourir de la tuberculose, elle va perdre une sœur du typhus, et les deux sœurs sont passionnées de médecine. Je ne savais pas que ça existait. Elles vont faire une université clandestine, c'est-à-dire dans les caves. Il y a un moment, elles veulent assumer leur passion, mais en Pologne, c'est pas possible. Donc, elles décident de partir pour Paris. Mais le problème, c'est que Paris, il n'y a pas d'argent pour les deux. Donc, je ne savais pas du tout, c'est que Marie Curie va décider une chose, c'est qu'elle va rester en Pologne pour être gouvernante et elle va financer les études de sa sœur à la Sorbonne, qui va devenir une médecin, qui va se marier à quelqu'un qui est spécialiste de la tuberculose. Ils vont monter un sanatorium et Marie Curie va arriver... Et là, c'est toute l'histoire des deux sœurs. C'est l'histoire des femmes comme ces deux. C'est incroyable. Et alors, c'est très contemporain parce que, vous savez, on montre que dans certaines sociétés, les femmes sont inférieures. Et là, le père avait décidé que les fils et filles étaient l'égale des hommes et qu'elles devaient recevoir la même éducation que les garçons. C'est un livre génial. À partir de 14-15 ans, si vous avez 77, vous faites comme moi. Aussi, on peut le lire. J'étais passionné. Marie et Bronia, donc c'est Natacha Henry. Alors, elle est historienne, hein, donc. Et c'est franchement, vous allez découvrir un personnage. Moi, je connaissais pas du tout, et ça vaut le Irène Frey. Si vous vous rappelez de Irène Frey, qui avait fait un très joli livre sur Marie Curie, et ben là, c'est de la même qualité. Alors, elle en a écrit un autre qui s'appelle Marie Curie, les sœurs savantes, qui était paru chez Vuibert. Donc, elle doit raconter cette histoire de façon un petit peu plus détaillée, plus accessible, plus romancée. Un polar. Alors là, c'est un événement, les enfants. Non, là, on est dans une autre sphère. Là, alors attention. Normalement, il y a un jingle polar. Hein, je dis ça. Un jingle polar. Sud Radio, le polar à lire. Le polar à lire. Comment être un bon flic quand les victimes sont aussi des bourreaux? Alors, là, c'est un grand moment parce que Nico Takian, pour moi, c'est une des révélations. L'année dernière, il avait fait Le Toxique, qui était un livre absolument fabuleux, qui est une histoire de manipulation, mais surtout avec l'apparition de ce qui pour moi va devenir... Faut que tu restes devant le micro. Ce qui pour moi va devenir une légende, c'est son inspecteur qui s'appelle Thomas Kahn. Voilà. Qui va pour moi, c'est l'équivalent, c'est un moment important parce que c'est l'équivalent de la naissance de Maigret ou de Sherlock. Oui, parce que c'est alors, il est d'origine kurde, hein, sa mère est kurde, et c'est toute notre société française. Alors, à travers l'émigration, bon, alors le bouquin fantasmé, c'est très simple. On est dans le 18e, on retrouve dans une cave une racaille albanaise qui est vraiment un sale type. Ouais, puis mais qui a été lapidé, qui a été massacré, et puis il va s'avérer que
c'est 1, 2, 3 racailles qui sont massacrés de la même manière, et puis il s'avère qu'il y a une espèce de justicier qui est là, et le personnage de l'enquêteur est incroyable parce que il sait pas où est la limite entre la justice, s'il doit poursuivre le type qui est... Parce qu'il massacre que des gens absolument abominables. C'est... en plus, le personnage, il est d'une profondeur de l'inspecteur incroyable. Pour moi, c'est une des révélations. C'est d'une profondeur. C'est notre époque. Ouais. C'est le symbole de notre époque. Et s'il continue comme ça, je crois que ce polar... Ça va devenir un très grand polar. Ouais, ça va devenir un grand personnage. Toxique, donc en poche, et puis celui-ci, donc qui vient de paraître chez Calman Levy, noir, Fantasmé, qui veut dire en albanais spectre. Voilà, fantasmé, avec un tréma sur le et Calman Levy noir, Nico Takian. Et moi, il s'avère qu'il va être, même s'il continue comme ça, je ne veux pas faire de la concurrence, mais d'être presque plus important que Tilliez ou que Norek. Vous voyez, pour moi, c'est un grand moment. Ça, c'est quoi ? Ça, c'est un truc 100 grandes dames de l'histoire. C'est indispensable aux filles et à toutes les aux garçons. Hommes aussi, mais non ? ça, c'est pour montrer. Mais si vous êtes une mère, vous donnez ça à votre fille, c'est parce que l'histoire, elle a été écrite par les hommes. Et là, vous allez voir que l'histoire, elle est faite aussi par les femmes et qu'il y a des injustices incroyables. La première poétesse, Enheduanna, Cléopâtre, la reine d'Égypte, la savante Hypatie d'Alexandrie. Et si vous ouvrez, vous allez voir, c'est hyper bien fait. Les personnages, ils sont marrants. Alors il y a tout, ça va de Maria Callas à Hatshepsut et tout. Vous allez découvrir par exemple que vous allez voir que Hatshepsut, ça a été la seule femme pharaon d'Égypte, mais que les hommes sont tellement messiens, c'est qu'une fois qu'elle a été morte, ils ont gratté tous ses visages et ses volets pour pas qu'on s'en souvienne. Il y a par exemple une femme incroyable qui s'appelle, je sais plus comment elle s'appelle, mais elle a aidé Turing. Vous savez, l'inventeur de l'ordinateur a décodé le code secret des Allemands. Mais dans l'histoire officielle, il reste plus que Turing et elle a disparu. Il y a une actrice, par exemple, mais on apprend plein de trucs, c'est pour les adultes, mais c'est plutôt pour les enfants, parce que c'est un dessin assez... Il y a des personnages incroyables. Alexandra David-Néel, donc à la fois il y a des exploratrices, des médecins, des scientifiques, tout. Il y a Simone Veil. Et puis pour les garçons, c'est pas mal de leur montrer que l'histoire n'est pas faite que par les garçons, donc c'est un bon truc pour l'égalité. Là. Ça s'appelle 100 grandes femmes de l'histoire et c'est aux éditions Quelle Histoire. Merci Gérard, et à la semaine prochaine, et nous on se retrouve dans quelques instants. À tout de suite.